Optimiste et déterminé, Kaba profite de cette accalmie pour réorganiser ses troupes. Au fil des jours, sa popularité grandissait et des guerriers volontaires des contrées proches et lointaines lui viennent en renfort. Nous sommes ici à l'entrée de Datawari, près des hauts fourneaux. Ces hauts fourneaux ont été construits par les guerriers de Kaba pour fondre le minerai de fer en vue d'obtenir le fer pour la fabrication des points de flèche. Ça a été construit au début de l'année 1917. Juin 1916, tout la Takora est en effervescence. La quiétude troublée, l'administration paralysée, le commerce en péril, la révolte et la résistance sont à leur paroxysme. L'insaisissable et énigmatique Kaba est plus que jamais populaire. Le 25 août 1916, la décision finale est prise d'engager enfin l'opération Kaba, de concert avec le général Goulet, commandant supérieur des troupes de l'AOF à Dakar. Pour faire face à Kaba dans ce dernier combat, le commandant Renard, qui avait été dépêché, galonné spécialement commandant pour les besoins de la cause, il avait eu le renfort de l'armement militaire de Bembereke déjà, qui était une des zones fortes, une des places fortes de l'administration coloniale au Bénin. Il avait eu le renfort des armes et des hommes du Niger, où déjà on avait pacifié la région. Il avait eu le renfort des canons de Dakar. C'est vous dire jusqu'à quel point en fait les combats étaient déséquilibrés. 4 compagnies d'infanterie du 3e régiment des tirailleurs sénégalais, soit environ 800 soldats, lourdement armés et encadrés par des officiers français, sont arrivés en renfort pour réprimer Kaba et ses guerriers. En fait, la répression de la révolte de Biogera devrait intervenir après celle de Kaba. Malheureusement, les conditions étaient telles que ce n'était pas possible de commencer par Kaba et ensuite de revenir à Biogera. En effet, en 1915, Biogera et ses combattants ont intensifié leur mouvement de révolte dans le Borgou et ils ont même bloqué la route Parakou-Malanville à la hauteur de Bembereke, empêchant ainsi le colon d'accéder surtout à sa colonie du Niger. Vous comprenez, la France ne pouvait pas admettre qu'il y ait un blocus. Ce serait vraiment une remise en cause de l'occupation coloniale. Et donc, Renard, qui était en train de s'activer pour organiser la répression de la révolte de Kaba dans la Takora, a été sommé pratiquement de venir à Bembereke pour rencontrer le lieutenant-gouverneur Nouflar, qui était déjà pour discuter des modalités de répression de la révolte de Biogera. Et quand il est arrivé, ils ont conféré et ils ont pris la décision d'engager le mouvement de répression. Et cet engagement a abouti le 17 décembre 1916 à la prise de Baoura et à l'assassinat de Biogera et de plusieurs, bon nombre de ses combattants. Le 1er mars 1917, la colonne quitte Kouandé et attaque le même jour le camp de Kaba au milieu des montagnes de Workutambo. Les combats sont redoutables, des blessés graves et des morts dans les 2 camps, mais le bilan est très lourd du côté de Kaba. Une véritable boucherie humaine. Et il en sera ainsi un peu plus tard à Kwatena, à Fiuta, comme dans bien d'autres champs de bataille encore. Malheureusement, il y avait un déséquilibre des forces. Qu'est-ce que les flèches pouvaient faire face aux obus de mortier? Le camp de Workutambo est donc tombé. Les cases en pierre sèche des guerriers sont incendiées. L'indomptable Kaba et le reste de ses héroïques guerriers se consolent et se déplacent vers un autre camp. Kaba reste toujours introuvable. Sa tête est mise à prix. Le gouverneur a promis de donner 500 francs à quiconque pouvait aider à le capturer.
Le 24 mars, Yarkate, le chef de terre de Tora, très hostile aux colons, est arrêté et sauvagement décapité vers Kotiakou. Sa tête, fixée au bout d'une perche, est promenée partout dans les villages et hameaux pour intimider les populations rebelles. Et pour décourager les guerriers, les forces françaises font croire que c'est Kaba. Mais bientôt, un indigène souffle à l'administration coloniale que Kaba et les siens se cachent dans les grottes de Datawori. Il y avait un bouvier qui était par là et qui a rencontré les Blancs. Sans doute on l'a menacé un peu et il a montré par où il faut passer pour aller. Et il leur a interdit de prendre par où les soldats de Kaba étaient postés. Vous savez, les bouviers, ils sont très informés, ils sont dans la nature. Et vous vous cachez quelque part, vous croyez que vous êtes caché, mais ils sont sur l'arbre en train de chercher les feuilles et ils vous voient. Après avoir pris tous les renseignements utiles sur le lieu où se sont retranchés Kaba et ses maquisards, le 4 avril 1917, le commandant Renard décide de marcher sur Datawori avec toute la grande artillerie. Dans sa tête, c'est clair. Cette fois-ci, c'est le début de la fin de Kaba. C'était les recommandations du général Goulet qui était à Dakar, c'était des recommandations formelles. Il faut frapper fort pour n'avoir plus à frapper. Nous sommes à Datawori, dans le dernier champ de bataille de Kaba. Ce rempart a été érigé pour protéger leur camp, et pour se protéger. Donc ils restaient derrière ce rempart pour tirer contre les Français. La hauteur de ce rempart au départ était près de 2 mètres. Mais avec le temps, cela s'est affaissé. Le 7 avril 1917, tel un carnivore avide de chair fraîche et de sang, le commandant Renard, à la tête d'une colonne de plus de 800 tirailleurs sénégalais lourdement armés, arrive donc à Datawori et encercle le camp situé au fond d'un très profond ravin. Ce ravin-là surplombe la vallée à peu près à une hauteur de 50 mètres. Et donc, c'était un site suffisamment apparemment protégé et Kaba ne pouvait pas penser que les troupes coloniales allaient venir le déloger de cet endroit. Kaba et ses guerriers, leurs femmes et leurs enfants se cachaient en effet au fond d'une grotte où coule paisiblement la rivière Sarika. Ce matin-là, l'air est frais et tout paraît calme. Mais c'est un calme qui précède la tempête, puisque bientôt, il va y avoir un horrible combat sanglant et meurtrier. Les combats de Workou Tambou, de Péténa, de Fiouta et de Datawori furent meurtriers et sanglants. Malgré la supériorité des armes du Sahara, 3 étaient intrépides guerriers, avaient combattu jusqu'à la dernière flèche. Oh Kaba, martyr de l'indépendance et de la liberté, nous ne t'oublierons jamais. Tout comme Bérancy et Bio-Guerra. Oh Kaba, tu as choisi la voie de l'honneur et de dignité. Kaba, valeureux fils de mon pays. Après quelques fusillades d'intimidation, le commandant Renard tente une parodie de négociation avec Kaba. Certains de ses lieutenants, ne voyant pas d'issue, parlent de reddition. Mais Bio Tchayeba, alias Kaba, refuse catégoriquement la capitulation. Avec le commandant Renard, faut pas faire le corbeau, se dit-il. Kaba a dit non, nous n'allons pas nous rendre. Ensuite, il a fait tirer encore. Et les autres qui étaient à l'intérieur ont répondu, eh bien, mourir pour mourir, nous n'avons pas le choix. Nous devons nous battre et nous n'avons plus, nous avons le dos au mur, il vaut mieux continuer à nous battre pour sauvegarder notre liberté. Kaba dit, lorsqu'il est question des droits de l'homme, de la défense des traditions et de la liberté individuelle, il n'y a pas de sacrifice qui ne veuille pas. Il n'y a pas de sacrifice qui soit trop.
C'était tout simplement sa conviction et c'est ce qui l'a conduit lui-même et les jeunes de sa génération à se mobiliser au prix de leur vie. Alors quand ces émissaires sont revenus et lui ont rendu compte, eh bien, il a estimé qu'il était inutile de continuer les pourparlers avec Kaba. De midi, il est resté jusqu'à 14h à essayer de faire sortir les résistants, en leur demandant même de faire sortir d'abord, de faire sortir les femmes et les enfants. Mais Kaba et ses hommes s'y sont opposés. À 14h, voyant qu'il n'y avait plus de possibilité de discuter, il a ordonné l'attaque du repère. Et donc, des obus de mortier et de montagne ont été tirés des deux zones, des deux côtés de la rive et surtout à l'intérieur de la caverne où étaient les résistants. Les premiers à mourir, c'est forcément ceux qui étaient dans les ravins. On fonce! Au fond de la grotte, les pleurs des petits-enfants terrifiés et les sanglots émouvants des femmes horrifiées sont vite étouffés par le grondement infernal des obus et le vacarme assourdissant des canons. Ce combat a été acharné. Ce déséquilibre des forces a abouti, après 4 heures de combat, à la fin de la lutte de Kaba. Puisque, à 18h, voyant que plus rien ne bougeait et qu'il faisait déjà nuit à cet endroit, puisque c'est un profond ravin, eh bien, le commandant Renard a ordonné l'arrêt des tirs. Et ils sont descendus dans le ravin. Qu'est-ce qu'ils ont constaté? Un carnage. Plus de 400 cadavres déchiquetés jonchaient le sol. Et ils ont réussi à faire 320 prisonniers. Et ils ont tiré 26 000 cartouches, 19 obus, pour venir à bout de la résistance de Kaba. Les Blancs ont beaucoup tiré. Voilà. Et quand j'ai trop tiré, Kaba n'est plus là. Et il y a un groupe de femmes qui a pleuré en courant, aller vers le Blanc. Le Blanc a dit ne tirez plus, ne tirez plus. Ils n'ont pas tiré. Quand ils n'ont pas tiré, les femmes sont allées regrouper auprès d'eux. Il a fait quelque part. Quand il dit Kaba, il répète. Il n'est pas là. On le cherche. On dit Kaba. Si ce n'est pas maintenant, si tu vas là, tu dis Kaba, il va accepter. Quand ils ont fini ce sale boulot, leur préoccupation a été de chercher à voir si Kaba était parmi les tués. Et effectivement, le commandant Renard souligne que parmi les tués, il y avait Kaba, et bien identifié, c'est-à-dire qu'ils l'ont reconnu. Et à partir de ce moment, il a rendu compte au général Gouyen, qui est le commandant supérieur des troupes de l'AOF à Dakar par cablogramme. Et devant le cablogramme, le général Gouyen a écrit ceci: cette fois-ci, c'est bien fait. Kaba n'est pas mort. Il est sauté, il est volé.